Mon poste est trop vieux, mon poste ne marche guère. Si votre poste ne donne pas les ondes courtes, il est usagé, il est démodé. La radio, c'est la poésie en action. Grand-mère de la radio. Radio Antillas International. Radio Nationale. Radioscopie de Radio Polonia. Radio Message. Radio News. Radio Club. Radio Club. Radio Journal. Radio Budici. Radio Cairo. Radio 1 en la Comunidad Valenciana. Radio locale. Radio privée. Citizens Band. Radio locale. Nous ne voulons pas de radio free. Nous sommes d'accord pour des radios libres. C'est en effet Radio Libre et aujourd'hui, c'est d'avenir dont il va être question. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui penser les philosophes après le 11 septembre, tragédie qui marque pour beaucoup un avant et un après? Trois penseurs se retrouvent pour échanger à bâton rompu sur les grandes questions de demain. France Culture, Radio Libre, jusqu'à 17h. La nostalgie de l'avenir, conversation entre René Girard, Peter Sloterdijk et Alain Finkielkraut, animée par Raphaël Antoven, une émission enregistrée le 5 décembre 2003. La chute du mur de Berlin précède une décennie d'incertitudes, de guerres ethniques, de nationalismes sanglants où se confondent manifestement les derniers soubresauts d'un monde bipolaire et les premiers symptômes des catastrophes qui nous attendent. La guerre froide a beau être finie depuis longtemps, d'aucuns affirment que le monde a cessé d'être coupé en deux, non pas le 9 novembre 1989, mais bien le 11 septembre 2001, et que, de la chute du mur à l'effondrement des tours, c'est un monde inédit qui apparaît et s'élève dans la poussière. Un monde à la fois nouveau et antédiluvien, uniforme et chaotique, un monde sans passé ni lendemain qui chante. Alors, quelle est la place du 11 septembre? Peut-on en parler comme d'un commencement et y guetter les lignes de force d'un monde nouveau? Est-ce une catastrophe inaugurale? Que reste-t-il à son lendemain de nos manières de penser héritées largement de la guerre froide? Comment appréhender un monde où nous n'avons plus face à nous une adversité clairement identifiée? Comment comprendre un univers où il suffit moins que jamais d'être bien pensant pour bien penser et où, dans un même mouvement contradictoire, les frontières s'atténuent et les nationalismes ressuscitent? Quel est l'avenir du religieux après la destruction de nos babels laïques? Que valent les pensées du progrès? Y a-t-il encore lieu d'inventer des sanctuaires là où nul n'est à l'abri? Quelle est la place du politique dans les relations internationales? Qu'est-ce qu'une tragédie? Qu'est-ce qu'un dilemme? Qu'est-ce que la justice? Faut-il se méfier des chasseurs de salauds? Assiste-t-on au retournement prophétique de la technique contre elle-même? Et enfin, peut-on penser, en termes de bien et d'axe du mal, un univers que, par un excès de piété, le divin semble avoir déserté? C'est pour esquisser des réponses à ces questions que France Culture a organisé la rencontre de trois penseurs, trois nostalgiques, dont les systèmes très différents ont la vertu commune de chercher dans l'histoire, la tradition ou le mythe, les linéaments de l'avenir. Alain Finkielkraut d'abord, que les auditeurs de France Culture connaissent bien, penseur solitaire et mécontemporain de l'imparfait du présent, des insuffisances du monde moderne. Peter Sloterdijk, écrivain philosophe et professeur d'université, parti de la gauche radicale et de l'école de Francfort pour aller jusqu'aux Indes, d'où vous êtes revenu en passant par l'Amérique avec un diagnostic très noir de l'évolution historique. Si vous êtes là tous les deux, c'est aussi à l'occasion de la parution chez Jean-Jacques Pauvert d'un dialogue entre vous intitulé « Les battements du monde », une confrontation sombre et lumineuse à la fois de vos pensées que rapproche, dans un pessimisme tonique, une méfiance partagée à l'endroit des donneurs de leçons, des chasseurs de salauds et des pensées du progrès. Enfin et surtout, si j'ose dire, nous accueillons René Girard, Français d'Amérique ou Américain de France, c'est selon. Votre parcours intellectuel vous a conduit du scepticisme au christianisme et vous êtes, depuis 1961 et votre chef-d'œuvre, Mensonge romantique et vérité romanesque, l'artisan d'une théorie majeure et célèbre du désir comme n'étant pas autonome mais mimétique et qu'on peut résumer avec Spinoza en disant que le désir qu'une chose produit en nous vient non pas de la chose elle-même, mais d'abord de ce que nous nous représentons nos semblables comme animés du même désir. Théorie dont vous dites que vous ne savez pas si c'est vous qui l'avez faite ou si c'est elle qui vous a fait. En tout cas, c'est elle qui inspire tous vos essais et c'est avec elle que vous exhumez la voix méconnue du réel, pour reprendre le titre de votre dernier essai, traduit et publié dans le monde entier et en France aux éditions Grasset en septembre 2002. Alors c'est à vous, René Girard, que je veux poser la première question. Vous avez dit dans un entretien qu'avec le 11 septembre, l'Amérique était entrée dans l'ère du dostoïevskisme. Que voulez-vous dire? Je vais dire toutes sortes de choses qui sont peut-être très difficiles à dire en réponse immédiate à vos propos. Mais vous savez, nous
nous avons vécu dans un univers pendant longtemps, en Europe même, où on disait que Dostoïevski était trop russe pour être compris par les Français. Et alors on choisissait pour œuvre unique, au fond, et je ne sais pas trop pourquoi, Crime et Châtiment, qui me paraît le plus russe, le plus noir et le plus obscur des livres de Dostoïevski. Et on ne s'intéressait pas beaucoup aux nouvelles de Dostoïevski, à des textes comme le texte sur le sous-sol, le souterrain, les Mémoires du souterrain, ou l'Éternel Mari, qui me paraissent extraordinairement puissants pour la compréhension des rapports humains. N'est-ce pas ? Je dirais pas désir d'abord, mais je dirais les rapports humains. Une espèce de dépassement de la psychologie. Nous sommes dans la psychologie. La psychologie, c'est le point de vue du médecin qui regarde un individu unique, essentiellement. On peut décider qu'il faut un milieu derrière, qu'il faut ajouter d'autres, mais on ne prend jamais le point de vue du rapport. Moi, ce qui me paraît essentiel dans le roman, et en particulier le roman de Dostoïevski, c'est qu'au fond, il n'y a que des rapports. Vous voyez ? Et il y a très peu de méditation solitaire chez Dostoïevski. Et en particulier dans les nouvelles, dans les Mémoires d'un souterrain, le héros parle seul, mais il parle à tout le monde. Et il parle, par exemple, aux philosophes utilitaristes anglais. Et l'œuvre entière peut être vue comme une dénonciation de l'utilitarisme. Les utilitaristes nous disent que nous désirons toujours de façon rationnelle. Ils ressemblent au fond à ces économistes modernes qui font de très très bonnes mathématiques sur un point de départ analogue à celui des utilitaristes et qui pensent que le désir économique est rationnel. C'est pas vrai. Et j'ai l'impression que pour comprendre le monde aujourd'hui, nous avons besoin au premier chef, puisque nous ne voulons pas nous adresser aux religieux, aux romans, et en particulier à l'œuvre de Dostoïevski, plutôt qu'aux sciences de l'homme, etc., qui restent attachés à des points de vue qui me paraissent très démodés, au fond. Mais alors, si l'Amérique est entrée dans le dostoïevskisme, c'est parce qu'elle ne peut plus échapper au rapport qu'elle entretient. Elle ne peut plus échapper au rapport. Parce que ce qui est frappant dans les événements du 11 septembre, c'est la constatation qui est faite constamment et constamment répétée, et je pense que l'Europe n'a pas vu ça suffisamment, que l'Amérique désormais était vulnérable. Il est vrai que les Américains sont toujours pensés comme... puisque les Anglais n'ont jamais été envahis depuis Guillaume le Conquérant, et qui sont protégés par ce petit ruisseau qui s'appelle la Manche, le Channel, n'est-ce pas ? Nous avons ces deux océans, il est bien évident que nous sommes en sécurité. Alors tous les Américains aujourd'hui disent cette sécurité est perdue, et cette sécurité joue un rôle essentiel dans l'expérience américaine. Elle permettait une forme de démocratie qui ne cherche pas l'efficacité, hein, la séparation des pouvoirs, le combat des pouvoirs, mais qui cherche certaines formes de liberté contraires à l'efficacité militaire et toutes sortes de choses. Par conséquent, ça pose des problèmes dostoïevskiens. Alain Finkielkraut, dans Les battements du monde, c'est une phrase de vous. L'Amérique est devenue vulnérable. Vous le dites aussi. Vous dites l'Amérique n'avait aucune frontière commune avec les bêtises du monde. Désormais, rien n'est proche, rien n'est lointain. Le sans-distance règne. L'Amérique est normalisée, nous sommes les orphelins de sa promesse. Vous évoquez la mort de la transcendance américaine, vous parlez d'un monde sans échappatoire. Est-ce que vous partagez le sentiment de René Girard ? Est-ce que, en fait, le 11 septembre, c'est la destruction d'un sanctuaire ? Sans aucun doute. Sans aucun doute. C'est-à-dire, le 11 septembre, l'Amérique, en effet, découvre sa vulnérabilité. Et la mondialisation prend un sens inattendu. C'est pas simplement l'économie sans frontières, les médecins sans frontières, mais ça peut être aussi le terrorisme sans frontières. On avait déjà vu d'ailleurs une fatwa sans frontières, on s'en souvient tout de même, prononcée contre Salman Rushdie. Où qu'il soit, sur la terre, il devait être tué. C'est tout d'un coup un rapport... terrible à l'habitation terrestre elle-même. La Terre est un piège et on ne peut s'évader nulle part. Les frontières ont longtemps tout de même servi à s'évader. On est heureux aujourd'hui de leur disparition comme d'un merveilleux progrès, mais l'Europe
a été ce qu'elle a été du fait justement de l'existence de frontières qui, limitaient la volonté de contrôle des uns ou des autres. Mais j'en reviens à l'Amérique, elle découvre sa vulnérabilité. Mais est-ce que ça n'est pas une bonne nouvelle en un sens ? C'est une nouvelle pour elle, très surprenante, et comme elle est aussi invincible, il y a, comme le dit Pierre Asner, dans l'Amérique et dans la politique américaine, une sorte de combinaison qui peut être inquiétante entre le sentiment de l'invincibilité et celui de la vulnérabilité. Vulnérabilité face à quoi ? À un ennemi tout à la fois implacable et déterritorialisé, insaisissable, sans adresse. Donc, ça rend la situation particulièrement inquiétante et fragile. Et dans un premier temps, l'Europe a réagi à l'unisson. Nous sommes tous américains d'un titre du Monde cristallisait un sentiment étrange qui était en fait le deuil d'une certaine Amérique. C'était le passage du futur au singulier. L'Amérique, qu'est-ce que c'était ? C'était une citoyenneté hypothétique pour tous. Nous serons tous américains, pouvions-nous nous dire, il existait dans l'espace le lieu d'une deuxième chance. Et voici l'Amérique ramenée au lot commun de la tragédie. L'Europe, espace de la tragédie. L'Amérique, instance d'appel vis-à-vis de la tragédie. La tragédie touche l'Amérique. Mais je crois que cette communauté de sentiments n'a pas duré très longtemps. Dès lors que l'Amérique, découvrant sa vulnérabilité, s'est dit « j'ai un ennemi », l'Europe n'a pas vraiment voulu suivre. Et pourquoi l'Europe n'a-t-elle pas voulu suivre ? Parce qu'elle s'est constituée, notre Europe d'aujourd'hui, tout autrement. Au long de son histoire, l'Europe s'est posée en s'opposant. Elle a pris conscience d'elle-même face à la différence irréductible, face à l'adversité, que ce soit celle de l'islam, au temps des morts, que ce soit celle de Byzance, que ce soit celle même de la Russie, quand Custine vint en Russie, quand Palatchki ou Havlicek, son disciple tchèque, vint en Russie, il dit « je comprends ce qu'est l'Europe, parce que la Russie, c'est pas du tout pareil ». Bien, mais l'Europe de 1945, c'est tout autre chose. L'Europe, c'est pour la première, au moment même où elle se constitue, si vous voulez, comme entité politique, elle se constitue contre elle-même. Le plus jamais ça de l'Europe, c'est plus jamais le nationalisme, plus jamais l'impérialisme, plus jamais ces monstres et ces démons internes de la volonté de puissance n'auront lieu d'être. Donc l'Europe est très à l'aise quand il s'agit de combattre ces monstres et ces démons. Elle a été créée pour ça, mais dès lors qu'elle perçoit, dès lors qu'il y a un ennemi extérieur, l'Europe est en quelque sorte paralysée, parce que elle s'est constituée tout autrement. Elle s'est constituée pour combattre ces démons, et certes pas pour désigner des ennemis, et même pas pour réagir quand ce sont des ennemis qui la désignent. Et c'est là que je vois une véritable dissymétrie, une dissymétrie grandissante entre le sentiment américain et le sentiment européen. Mais alors, justement, vous parlez de l'éditorial, je crois que c'était Colombani qui avait signé ça, il disait « Nous sommes tous américains ». Il l'avait signé donc au lendemain du 11 septembre, et il y avait eu à ce moment-là quelques protestations timides. Et puis à mesure que la politique américaine, la diplomatie américaine, l'administration américaine a conduit sa politique comme elle l'a fait, les contre-feux ont été plus violents, jusqu'à devenir une véritable américanophobie qu'on connaît. Les arguments invoqués à l'appui du « nous ne sommes pas tous américains » étaient de dire « nous n'avons rien à voir avec cette politique, nous sommes du côté d'un monde multipolaire, nous ne sommes pas pour l'exercice arbitraire d'une puissance sur le monde ». Est-ce qu'il n'y avait pas également dans ce refus de se sentir américain une volonté tout simplement de ne pas être tenu pour cible également ? Sans doute, mais ça encore une fois, c'est pour ça qu'on ne peut pas se débarrasser de la catégorie d'ennemis simplement en manifestant de la bonne volonté. L'Europe s'est constituée non pas pour se défendre des autres, mais pour se défendre d'elle-même. Et elle se vante toujours d'être capable de se défendre d'elle-même. Elle s'en est vantée en 1991, au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, quand les Allemands et les Français ont pu manifester des signes de dissentiment, et que ce dissentiment, aurait pu aller jusqu'au divorce. Nous n'avons pas rompu, on n'a pas rompu certes sur le dos des Croates, mais ça n'a pas d'importance. Nous avons su nous défendre de nous-mêmes. Donc là, il s'agit peut-être de se défendre
face à un ennemi, et l'Europe, je crois, refuse de le penser, sans doute pour ne pas être prise pour cible, mais comme si cela dépendait d'elle, et peu à peu, le sentiment européen dominant a consisté à dire l'Amérique n'a pas été victime d'un ennemi implacable et insaisissable, l'Amérique a été victime de son hyperpuissance. C'est l'hyperpuissance américaine qui lui retombait sur la figure en boomerang, et c'est l'Amérique qui est cause de tout. Si vous voulez, l'Europe est en train de se dire que l'Amérique mène une guerre prétexte au terrorisme pour asseoir sa domination, autrement dit le terrorisme, et de quelque façon qu'on l'envisage, une création américaine. C'est-à-dire, soit on dit que c'est une réalité née des frustrations engendrées par l'oppression américaine, soit on dit que c'est une fabrication directe des Américains qui ont besoin d'un alibi pour asseoir leur domination impériale. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est le divorce euro-américain poussé à son paroxysme. Peter Sloterdijk, vous, dans Les battements du monde, vous dites regretter amèrement l'absence d'une étude approfondie, contemporaine, des mécanismes polémogènes, des mécanismes de la guerre. Et vous faites une exception notable, puisque vous dites que il y a quelques théories très rares qui se portent là-dessus, et en particulier celle de René Girard, qui a élargi son théorème de base sur le désir mimétique à la rivalité, à la relation entre l'Ouest et le monde musulman. J'ai envie de vous demander en quoi sa démarche pour comprendre ces phénomènes vous semble pertinente. Et on peut se tromper d'ennemi. Je dirais qu'on peut aussi se tromper d'événements. Quant à moi, je suis dans un embarras très profond face à cette date. Le 11 septembre, pour moi, c'est la preuve qu'on n'est pas maître des choses qu'on dit et qu'on devrait dire. Moi, j'ai depuis l'événement même adopté une attitude plutôt tempéré, c'est-à-dire j'aurais proposé de ne pas trop en parler, de ne pas choisir cette date comme point de référence, de minimiser l'événement et de ne pas laisser un jeu libre à cette orgie de l'herméneutique politique qui voulait gonfler à tout prix cet événement. Mais en même temps, pour les uns, c'était la preuve que le mal existe. Et pour les autres, c'était la preuve que la guerre mondiale est réapparue sous une forme nouvelle, etc. Et moi, je dirais qu'il faudrait plutôt adopter une attitude beaucoup plus réservée et se demander comment et pourquoi un événement peut devenir important. Nous sommes tous les victimes d'une nouvelle démonologie. Le démon de la violence est de nouveau parmi nous. Et comme on l'a vu dans l'interprétation livrée par Alain Finkielkraut de l'événement, c'est pas pour rien que l'Europe a été la terre de naissance de la psychanalyse. Parce que nous, en oubliant la réalité de l'ennemi, nous avons choisi un nouveau scénario selon lequel il n'y a pas de véritable ennemi, il n'y a que des complexes internes. Et même l'interprétation fournie par les Européens face aux Américains, c'était une sorte de psychanalyse politique. On disait ce que leur est arrivé n'a de sens qu'à l'intérieur d'un psychodrame que les Américains devraient se livrer à eux-mêmes. Et ma réponse personnelle à la question « Qu'est-ce que rend un événement important ?» ça serait à l'ordre d'un argument qui appartient à la philosophie de la langue ou
une philosophie du langage. Je dirais, il y a deux grands courants qui parcourent chaque société. Un courant de promesses et un courant de menaces. Parce que les êtres humains ont la capacité de se promettre quelque chose, c'est-à-dire, pour parler théologiquement, de communiquer des évangiles. Comme dit Nietzsche, l'homme est un animal qui promet. Oui, c'est selon Nietzsche l'animal qui promet, qui a le droit de promettre et de faire des promesses à long terme. Ouais, c'est ça la définition de l'évangile. Et de l'autre côté, c'est un animal qui annonce le pire. C'est une formule dont vous vous êtes servi dans votre remarque introductoire. Vous disiez le 11 septembre nous a montré quelle sorte de catastrophes nous attendent. Donc vous avez choisi d'autres jeux de langage, le jeu de langage de la mauvaise nouvelle, du disangèle, du désenchantement, de la menace. Et je crois que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de formuler un très grand scénario disangélique pour nous ensorceler nous-mêmes, pour nous placer sous l'envoûtement de la menace qui remplace nos inspirations positives. René Girard. Tout s'est passé au fond lorsque, je ne sais pas si on a beaucoup parlé en Europe, mais en Amérique, il y a eu un début de débat. Ça a été la question de la définition du 11 septembre. Il y avait des gens qui étaient en faveur de le décrire comme un geste de délinquance et tout ce qui suivrait comme une opération de police. Parce qu'il n'y avait pas d'État, il n'y avait que des individus qui, bien souvent, étaient en Amérique depuis des années, des moyens techniques détournés, et le considérer comme un phénomène de guerre, un nouveau Pearl Harbor. Vous voyez ce que vous dites sur l'exaltation du 11 septembre, au fond, c'est cette comparaison qui a dominé. C'est le nouveau Pearl Harbor. Et alors, le gouvernement américain a choisi la solution de la guerre pour mobiliser les gens, et pour les mobiliser d'une certaine manière, de façon aussi électorale. Parce que il y a des gens qui diraient même, et c'est peut-être un peu exagéré, que ça a sauvé Bush de la menace de ridicule qui pesait sur lui. Les démocrates étaient en train de faire de lui un second Dan Quayle. Vous savez, ce vice-président qui était ridicule, etc. Bush, par certains côtés, parlait comme Dan Quayle, et on était en train de faire de lui. Et je pense que tout a poussé le gouvernement américain vers l'idée qu'on était en guerre, parce que ça fonctionnait sur le plan politique, et ça fonctionnait aussi pour mobiliser le peuple américain et accepter des sacrifices financiers ou toutes sortes de choses. Mais est-ce que le 11 septembre n'est pas également une bulle, pour reprendre un terme qui vous est familier, Peter Sloterdijk, une bulle qui se déconstruit, une bulle qui explose. L'illusion que nous avions, que les Américains pouvaient avoir, en l'occurrence, d'être en sécurité. Et par là même, est-ce que le 11 septembre n'a pas suscité chez quiconque entrevoit le fait d'être périssable, la volonté de conjurer ce fait-là? En tout cas, oui, je crois qu'il y a eu une grande opération de conjuration. Le mot est très juste. Et là, je voudrais répondre à Sloterdijk. J'ai bien entendu les réticences, le scepticisme de René Girard quant au motif réel de la mobilisation américaine, mais je parlerai de l'Europe et de l'orgie interprétative auquel le 11 septembre a donné lieu, non pas pour en faire un événement, non pas pour lui offrir un statut, mais tout au contraire, pour le dissoudre, pour montrer que ce n'était pas important, car événement veut dire césure et révélation. Et en Europe, cette impression a été très vite dissipée. On a eu besoin de beaucoup d'interprétations pour qu'elle soit dissipée, et l'Europe, là, est entrée dans une sorte de course herméneutique visant à dire il ne s'est rien passé le 11 septembre, ou du moins ce qu'on croit y avoir vu est une illusion. L'Amérique n'a pas découvert à ce moment-là qu'elle était vulnérable. En fait, l'Amérique, encore une fois, a trouvé un alibi, un prétexte pour affirmer sa puissance
totale sur le monde. Du 11 septembre, l'Europe, ou une grande partie de l'Europe, a conclu à l'hyperpuissance américaine, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'image de la politique. Si quelqu'un peut tout, même susciter ses ennemis, pour quelque raison que ce soit, alors la politique elle-même peut tout. Et l'Europe est retournée à ce qui me paraît être, alors là pour le coup, l'un de ses démons les plus effrayants, celui du tout est politique. L'Amérique peut tout en mal, alors la politique, en renversant l'Empire, pourra tout en bien. De la toute-puissance américaine, on a reconclu à la toute-puissance du politique. Ainsi d'ailleurs, et donc le 11 septembre, au lieu de favoriser pour le moins une certaine idée de la fragilité des choses, a durci les discours et a permis une espèce de recyclage de, en réalité, la politique au sens stalinien du terme. Le mouvement de l'altermondialisation, qui aurait pu donner tout autre chose, a été saisi, si vous voulez, malheureusement, la critique qui se développait dans ce mouvement a été saisie par le fantasme de la toute-puissance. Nous avons une toute-puissance américaine, donc, face à elle, nous pouvons tout, et nous pouvons tout demander à un autre monde totalement différent. Donc, moi, je dirais vraiment de la manière la plus claire, l'Europe est le lieu où le 11 septembre n'a pas fait événement. Mais pour que cet événement ne fasse pas événement, il faut beaucoup de discours, beaucoup de bavardage, parce que sinon, effectivement, ça apparaît comme terrible. Alors, un effort de dissolution pour l'inverser complètement. Qui, aujourd'hui, en Europe, ose prendre au sérieux l'idée de vulnérabilité américaine? Mais ça a complètement disparu. L'Europe lit l'Empire. Enfin, une grande partie de l'intelligence européenne lit l'Empire de Tony Negri. Et on vous explique que, voilà, c'est une espèce... On est à nouveau dans la pensée du complot. C'est quand même un exploit herméneutique tout à fait exceptionnel. Mais vous n'avez pas plutôt le sentiment que, par exemple, que la diplomatie française, en l'occurrence, fonctionne comme si Emmanuel Todd avait raison et comme si l'Amérique était entrée en déclin? Je ne sais pas si elle fonctionne comme si l'Amérique était entrée en déclin. Je dirais plutôt, elle fonctionne comme si la France n'était pas entrée en déclin. Elle fonctionne comme si la France pouvait... elle fonctionne de manière performative. Dire, c'est faire, pense-t-elle. Hein? Donc, il suffit que la France se fasse applaudir. Ce qui est là, c'est un grand événement diplomatique. Ça aurait dû être salué comme un événement. Ce journée de février 2002, je crois, où Dominique de Villepin, dans un discours inspiré contre la guerre à venir en Irak, s'est fait applaudir par les membres du Conseil de sécurité. Jamais la diplomatie dans l'histoire du monde n'a fonctionné comme ça, à l'applaudimètre. Jamais il n'y a eu de diplomatie médiatique en temps réel. La France, évidemment, a créé, si vous voulez. Donc, il y a pour la France un oubli constant de son absence de rôle au travers une attitude qui relève, à mes yeux, du capotinage. On a aussi le sentiment, avec le comportement des États-Unis après le 11 septembre, que, en définitive, toute description est normative. Quand Bush parle d'axe du mal, en un sens, il le fait advenir en le décrivant tel qu'il est. De la même façon, quand il part combattre le terrorisme, je suis très frappé de voir la concomitance entre la lutte contre le terrorisme, la lutte armée contre le terrorisme, et la crainte redoublée d'attentats nouveaux ensuite. Il y avait même Rumsfeld qui disait en Irak, nous éliminerons tous les terroristes, comme si on était terroriste une fois pour toutes, et comme si on ne pouvait pas le devenir en assistant au spectacle d'un homme qui en tue un autre. Ça, c'est une première remarque. Et la deuxième chose, question que je voulais vous poser, René Girard, après le 11 septembre, il me semble d'études là-dessus, c'était très frappant de voir qu'une certaine partie de la population américaine se tournait vers Dieu pour y chercher du sens.
et qu'une autre partie s'en détournait, comme s'il y avait eu en quelque sorte rupture de contrat entre l'humanité et le divin à la faveur de cet événement. Comment est-ce que ça n'est pas finalement le même geste que de demander à Dieu eh bien tout simplement de nous réconcilier avec une signification qu'on ne saisit plus face à un chaos pareil, ou bien de tourner les talons et de dire à Dieu puisque c'est le monde que tu fabriques, comme avec le tremblement de terre de Lisbonne, eh bien nous ne te regarderons plus. Est-ce que ça n'est pas la même chose finalement? Peut-être. En fait, la première réaction était beaucoup plus visible que la seconde. Surtout dans les premiers jours, on sait que la fréquentation des églises a augmenté dans les jours qui ont suivi le 11 septembre, mais très vite, les choses sont revenues à la normale. Et la seconde réaction dont vous parlez n'a pas été manifeste dans les médias, la presse, etc. Il y a eu certainement une poussée religieuse beaucoup plus faible que ce qu'on dit en Europe. La présentation des États-Unis comme une théocratie militariste est ridicule, enfin, parfaitement. Et on entend ça partout, répété, c'est tout à fait grotesque. Les gens ne se rendent pas compte, par exemple, que ce que les Américains appellent secularism, qui n'est pas la même chose. Par exemple, il n'y a pas de problème du voile en Amérique parce que personne ne se souciant du voile. Le voile n'a pas une valeur aussi polémique qu'ici, n'est-ce pas? Par conséquent, le voile sera porté pendant quelques jours, puis deviendra si insignifiant qu'il n'en est pas question. Mais on ne se rend pas compte que l'évolution qui est produite par la Cour suprême américaine va toujours dans le sens de la suppression et de l'interdiction des signes religieux. Qu'il est impossible, par exemple, pendant la période de Noël, d'avoir un arbre de Noël sur une place publique aux États-Unis parce que c'est un signe ostentatoire du religieux que le voile n'est pas. Ce qui est assez étonnant, mais c'est ainsi que d'un pays à l'autre, les choses se passent différemment. Peter Sloterdijk, il y a une phrase de Nietzsche sur laquelle j'ai envie d'avoir votre sentiment. Il dit, c'est dans les fragments, il dit « Maintenant l'air est échauffé, le souffle de la terre est embrasé. Maintenant vous vous promenez tout nus, bons et méchants, et pour l'homme épris de connaissance, c'est une fête. » Est-ce qu'une telle phrase s'applique en un sens au phénomène qu'on décrit? Je ne suis pas sûr. D'abord, je dirais que les événements après le 11 septembre ont livré la preuve que on n'échappe jamais à la loi de la politique du performatif. Si on peut reprocher à la France d'avoir mené une politique de la grandiloquence, c'est-à-dire d'avoir pris le dire pour le faire, l'affaire se présente en ce qui concerne les Américains sous une lumière presque identique, mais de l'autre côté, pour eux, le faire est une sorte de dire. Donc, l'invasion de l'Afghanistan, c'était un geste mélodramatique, plus ou moins mesuré, mais c'était un geste mélodramatique. Et le mélodrame est encore une fois revenu lors de l'invasion de l'Irak. Donc, on faisait la guerre pour dire quelque chose. Alors Alain Finkielkraut, lui, parle d'une Europe qui se paye de mots, justement. Oui, mais les États-Unis se payent d'actes. Oui, et pour eux, la réversibilité de faire et dire se présente aussi, mais de l'autre côté, bien sûr, parce que pour eux, pour parler la langue de la force, il faut commettre un acte de force. Pour les Européens, il suffit de prononcer des paroles fortes pour entrer dans le jeu et de se tenir aux Nations Unies. Alain Finkielkraut. Oui, je crois en effet que c'est important de voir que face à une Europe qui se paye de mots, l'Amérique risque bien de se payer d'actes. Et je le dis parce que toutes mes interventions
précédentes, très critiques à l'égard des postures européennes, pouvaient laisser entendre que j'étais un pro-américain fanatique, voire un adepte de la doctrine Bush. Or, tel n'est pas le cas. Et c'est là que nous sommes effectivement confrontés, nous, quand nous essayons de réfléchir, à un monde complexe et inquiétant. Qu'est-ce qui vous distingue d'un républicain américain? Alors, justement, d'abord, l'Europe se paye de mots. En quel sens? La France, évidemment, qui a une grande tradition de l'emphase et de la grandiloquence, le fait à sa manière. Mais l'Europe y est conduite, encore une fois, par la fascination qui est la sienne pour son propre miracle. Ce miracle, je l'ai dit, c'est nous avons conjuré nos démons et nous ne croyons plus dans l'équilibre des forces. Donc, nous faisons autre chose. Et regardez, c'est merveilleux. Donc, faites comme nous. Faites comme nous. L'Europe veut transmettre son propre miracle, comme s'il suffisait de l'énoncer pour qu'il se réalise. Mais quand je dis l'Amérique se paye d'actes, en effet, elle est fascinée par la force, et plus encore que par la force, par une conception, technique, par une hubris technique ou architecturale dans sa conception du politique. On va modeler un nouveau Moyen-Orient. Et là, je pense à une distinction introduite par Hannah Arendt entre agir et faire. Elle voit naître la tentation totalitaire dès les Grecs, dès le moment où précisément cette distinction n'est plus respectée, où l'on peut croire qu'agir, c'est faire, qu'agir, ça relève de la fabrication. Et il y a un manque de subtilité des Américains, un manque d'humilité face aux réalités de l'action politique, de la sagesse pratique qu'elle suppose, des effets imprévisibles qu'elle induit, qui est absolument terrible, et on en voit les effets, bien entendu, en Irak. D'où une situation très douloureuse de dégoût grandissant face aux postures européennes qui se payent de mots, et d'inquiétude grandissante face à la confusion américaine entre l'agir et le faire. Alors, il y a une question que j'ai envie de vous poser à tous les trois. Dans les battements du monde, vous faites, Alain Finkielkraut, vous critiquez vertement les postures adolescentes. De Saint-Just à Arnaud Montebourg, pour le dire vite, que l'égoïsme est cœur, pour qui la politique se confond avec la morale, et pour qui la morale, dites-vous, se réduit à l'affrontement avec le dragon. Alors, j'ai envie de vous demander, et je vous pose la question à tous les trois, qui est adolescent, en l'occurrence? Est-ce que c'est l'Europe intoxiquée, en un sens, par la culture américaine, ou est-ce que c'est l'Amérique quand elle prétend unifier le monde à coups de dollars? Est-ce que c'est l'Europe quand elle prend l'ONU, c'est-à-dire, dont la Chine, la Russie, la Libye, Cuba, etc., pour l'organe de la démocratie mondiale, ou bien l'Amérique, quand elle confond le juste et le bien avec l'exercice arbitraire de sa puissance? René Girard. À mon avis, on ne peut pas savoir. Mais on peut justifier la guerre de l'Irak par des raisons géopolitiques. Si demain, il y a un coup d'État en Arabie Saoudite ou... si les fondamentalistes arrivent au pouvoir, il est bien évident que la justification géopolitique de la guerre de l'Irak apparaîtra, et il s'agit de se rendre maître d'un des trois grands pays du pétrole sans lequel l'Occident est fichu, n'est-ce pas? Le fait que l'Arabie Saoudite ne soit pas sûre et qu'elle soit incertaine de façon si diverse et qui peuvent se réaliser très rapidement, d'une certaine manière, sur le plan géopolitique, peut être une justification de la politique américaine. Je ne dis pas que c'est vrai, pas plus que l'autre. Je dis nous ne savons pas, et par conséquent, la dimension politique, le désordre extraordinaire dont vous parlez dans les battements du monde, des affaires politiques du monde, fait que les intellectuels sont mal placés pour discuter, parce qu'ils voient toujours tout sous le signe de l'éternité. Et ça envoie le dilemme constant de l'homme politique qui est placé devant des réalités effrayantes, parce que tout peut se produire d'un instant à l'autre, de tas de choses qu'on n'attend pas. Peter Sloterdijk. Oui, mais avant de répondre, rappelons-nous que la réponse à votre question, qui est l'adulte dans l'affaire? Qui est l'adolescent? Qui est l'adulte, qui est l'adulte et qui est l'adolescent dans l'affaire? C'est une question dont Robert Kagan
Kagan, comme on dit en France, a livré. Pardonnez-moi, dont je rappelle qu'il est donc l'auteur d'une théorie finalement assez nietzschéenne, dans laquelle il interprète le rapport entre l'Europe et les États-Unis en termes de force et de faiblesse. Il dit l'Amérique se conduit comme elle le fait parce qu'elle dispose de la force, et l'Europe en appelle au droit international parce qu'elle est dans la position du faible. Oui, mais en plus, il y a un deuxième strate dans son argumentation, donc une couche mythologique où il cite le mythe romain de Mars et Vénus pour réclamer pour les Américains l'alliance avec le dieu Mars et pour l'Europe l'alliance avec Vénus. C'est un peu problématique pour un fils d'un helléniste qui a certainement pas fait attention pour les discours de son père à table, parce que sinon il devrait savoir que Mars et Vénus sont un couple et ils font et que Mars d'ailleurs pose sa tête sur les mariage genoux de Vénus, hein. ensemble. Et pour lui, c'est Mars et Vénus divorcés par l'Atlantique. Mais pour reprendre l'argument et pour transposer votre question dans une autre tonalité, dans un autre vocabulaire, si vraiment les Américains ont adopté une nouvelle politique de la vulnérabilité, est-ce que c'est faire preuve de l'âge adulte politique, ou est-ce que cela correspond à une attitude juvénile, vouloir prouver à tout prix que la force est toujours là. D'ailleurs, une chose dont personne ne s'est jamais douté. Il ne fallait pas prouver la force américaine. C'est quelque chose qui n'a pas besoin de preuves. Mais quand même, on agit comme si cette preuve devait être livrée ça, toujours. C'est un point de vue européen. René Girard. Parce que du point de vue des Américains, le gouvernement américain, après le 11 septembre, se trouvait dans une situation politique où l'action était nécessaire pour prouver justement au peuple américain qu'on allait faire quelque chose, que quelque chose allait se passer. Et ça, évidemment, les Européens ne le ressentent pas, dans la mesure où c'est pas leur nation à eux. Mais c'est de nouveau le performatif, c'est-à-dire quand faire, c'est dire. Mais la question de l'âge adulte n'est pas encore résolue. Moi, je crois que le véritable danger dans la politique des Américains consistait dans le fait qu'ils ont commencé de se réclamer d'une attitude néo-hobbesienne, c'est-à-dire de s'orienter à la plus dure des philosophies politiques. Celle de Thomas Hobbes. De Thomas Hobbes. Qui fait de la peur la première passion politique. Oui, et de la guerre civile, le mal suprême, dont il peut dériver... et de la force, le remède à la guerre. Seulement une politique de la force absolue, vers l'extérieur comme vers l'intérieur, peut conjurer le plus grand danger de l'humanité, c'est-à-dire la guerre civile. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, on abuse des événements du 11 septembre pour mener la société américaine sur le chemin d'un capitalisme autoritaire qui s'annonce à travers tout ce remuement. Dans la mêlée, on va surgir un Occident profondément changé par cette dysangile du danger. Et sous la loi de la mauvaise nouvelle, nous devenons de plus en plus prêts à sacrifier la tradition démocratique, la liberté, et de vivre sous la loi de la guerre, et de séparer démocratie et capitalisme, et de créer un grand espace politique. La géopolitique du confort va remplacer
Celle de la liberté. Celle du libéralisme et de la démocratie. Dans le Léviathan, Hobbes décrit le passage de l'état de nature à l'état de droit par le renoncement à sa liberté au profit de la sécurité, puisque l'état de nature, c'est la guerre de chacun contre chacun, c'est l'homme qui est un loup pour l'homme, et en passant contrat avec son adversaire, on aliène une partie de sa liberté et on y gagne un certain confort, une certaine forme de sécurité. Est-ce que vous redoutez ça également, Alain Finkielkraut ? Pas tout à fait. Je crois que l'Amérique restera... Enfin, c'est une hypothèse, c'est pas un diagnostic. Donc, elle est évidemment risquée et exposée au démenti. Mais je crois que la conception de la liberté en Amérique est beaucoup plus radicale qu'en Europe. Et on le voit, c'est-à-dire la liberté en Amérique, ça consiste pour chacun vraiment à faire ce qui lui plaît, à dire ce qu'il veut. Rien n'est protégé contre la liberté. Oui, mais enfin, la préservation de la liberté en Amérique passe par un certain nombre de mesures liberticides. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient liberticides. Il faut quand même savoir que l'Amérique, c'est le pays où les négationnismes ont le droit de citer. C'est-à-dire que la liberté, ça. Oui, c'est la preuve, si vous voulez, que l'idée de liberté aux États-Unis mange toutes les autres. Qu'il n'y a rien qu'on doive protéger contre la liberté, pas même le monde. C'est-à-dire que tout peut être opinion. Et si tout peut être opinion, même le débat d'opinion perd son sens. Donc, il faut savoir que l'Amérique, encore une fois, a une conception hubristique de la liberté. Je ne suis pas sûr que ce soit en tout cas le pays qui expérimente vraiment le divorce de la démocratie et du capitalisme. Et en plus, je crois que... alors, c'est difficile avec l'Amérique et c'est difficile avec ce président. C'est-à-dire, c'est un président qui sacrifie tellement à l'image qu'on peut se dire que finalement, et en termes baudrillardiens en quelque sorte, tout cela est image. Quand le président Bush fait un voyage de 2 heures sur une base américaine de Bagdad, enfin un séjour de 2 heures, le voyage dure 20 heures, et qu'il partage la dinde, et qu'on vient d'apprendre que cette dinde, elle était même pas cuite, que personne ne l'a mangée, mais qu'il fallait montrer le président Bush avec ce plat dont il allait lui-même distribuer les bons morceaux aux soldats américains, on se dit, mais peut-être qu'ils ont fait la guerre comme ça aussi. Peut-être qu'ils ont fait la guerre. Mais je crois que nous devons nous retenir, malgré la part prise par l'image, la médiatisation dans la politique américaine, il y a des menaces réelles. La question de l'Arabie Saoudite se pose. La nécessité pour les Américains de ne plus dépendre du royaume wahhabite, je la trouve tout à fait concevable. Ce que je trouve, moi, de plus en plus juvénile aujourd'hui, et c'est là qu'est mon inquiétude, c'est la société civile. Donc je ferai un renversement, si vous voulez. Ça fait des années et des années que l'Occident, si vous voulez... exprime, crache même son mépris des politiques, corrompus, pénibles, nuls, etc. Mais c'est la société civile occidentale qui devient toujours plus nulle. C'est la société civile qui retraduit tous les dilemmes en mélodrame. On est dans le manichéisme constant. Il n'y a jamais des biens entre lesquels il faudrait choisir. Il y a un mal absolu face auquel les attitudes citoyennes, comme on dit aujourd'hui, représentent le bien. Et on l'a vu encore une fois avec l'Amérique. Nous ne savons pas. Il y a des dilemmes, mais personne ne dit plus ça. L'Amérique, c'est le mal. Point. Donc, je vois un divorce grandissant entre une société politique qui doit affronter des problèmes, qui force, où donc les gens sont forcés justement de penser en termes de dilemme, et une société civile, elle, qui vit, alors là, dans sa bulle, et qui retraduit tout dans les termes d'un mélodrame manichéen. On le voit admirablement en Angleterre aussi, où c'est le gouvernement qui est réaliste et qui est pour l'Europe, et c'est le peuple qui vit dans le passé anglais, etc., et qui est contre l'euro, etc., tout ça. Non, le gouvernement n'arrive pas, n'est-ce pas, à leur faire prendre conscience de la réalité actuelle. En fait, je vous écoute Alain Finkielkraut et je me dis, finalement, vous êtes un rousseauiste, puisque Rousseau en appelle à la démocratie directe, et en même temps, il dit, dans le même temps, qu'un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes, parce que seul un peuple de Dieu se gouvernerait démocratiquement. Est-ce que vous ne reprochez pas aux hommes Non. Vous ne reprochez pas aux hommes de ne pas être des dieux? Non, je leur reproche... Je m'inquiète de cette inversion, si vous voulez. Je m'inquiète justement d'abord de la généralisation de l'adjectif citoyen. Tout est citoyen. On ne cesse de prendre des initiatives citoyennes. Et d'ailleurs, en plus, c'est une généralisation
grotesque et abusif, parce que la citoyenneté, c'est l'espace où s'expose la pluralité des points de vue sur le monde. Or, les démarches citoyennes sont toujours totalisantes et unitaires, consensuelles, c'est-à-dire c'est fusionnel même. La démarche citoyenne veut ceci, que les hommes politiques veulent pas parce qu'ils sont tout ce qu'on vient de dire. Donc je ne reproche pas effectivement au peuple de ne pas être des peuples de Dieu, je leur reproche de se prendre pour des dieux et de prendre des hommes politiques toujours pour des imbéciles, alors que quelle que soit la décadence de la classe politique, je trouve que la décadence de la société civile va beaucoup plus vite. Les populations dans tous les États occidentaux aujourd'hui sont nostalgiques, n'est-ce pas? Alors je pense que la tendance à la guerre du gouvernement américain représente une volonté d'affirmer la puissance américaine, qui est un effet électoral, enfin qui est de la part du président le désir de satisfaire un certain public. On sait très bien, si on vit aux États-Unis, que le contact s'est établi entre Bush et le peuple américain, pour employer cette expression qui est valable, à ground zero, n'est-ce pas? Comment dit-on ça en français? Je ne sais pas. C'est-à-dire sur le terrain même du 11 septembre, lorsqu'il a parlé de façon très familière et populaire aux ouvriers qui se trouvaient là. Et depuis ce moment-là, les Américains ont l'impression d'avoir un président populiste, au fond. Un président qui sent comme le peuple le fait. Et tous les peuples, au fond, vivent aujourd'hui dans le ressentiment. Et les Américains comme les autres. Il faut bien comprendre, par exemple, que dans l'Amérique moyenne, le niveau de vie n'a pas augmenté à une époque où la richesse, etc., enfin l'écart. Et ça se manifeste de cette façon-là, par une recrudescence de patriotisme, par certains réflexes nationalistes, ou l'impression que les intellectuels ne sont là que pour empêcher l'Amérique d'être elle-même. C'est-à-dire, l'idée que l'Amérique doit exercer sa puissance est un peu une réaction populiste contre l'intellectuel qui l'empêche de faire ça. Ceci, c'est vrai de tous les intellectuels dans toutes les nations occidentales, d'ailleurs. Je suis sûr que les Allemands ont cette même impression, et les Français l'ont aussi. Mais elle est plus puissante, je pense, aux États-Unis que partout ailleurs, n'est-ce pas? Et les politiciens, d'une certaine manière, sont obligés de céder à cela. Vous êtes sur France Culture, à mi-chemin de la nostalgie de l'avenir, une conversation à bâton rompu entre René Girard, Peter Sloterdijk et Alain Finkielkraut, conversation animée par Raphaël Antoven. Le sentiment de nostalgie qui parcourt tout l'hémisphère occidental peut être ressenti sous mille formes. Mais comment la nostalgie se transforme en ressentiment? Ça, c'est la question essentielle. Et comment cette alliance perverse entre les nostalgiques intérieurs et les agresseurs extérieurs a pu être forgé. Parce que là, on va vraiment surgir le danger de l'avenir, la nostalgie occidentale. Chez les hommes, tout sentiment d'inconfort personnel a tendance à se traduire par une hostilité. Vous savez, je crois que là, il faut revenir aux grandes paroles de Simone Weil dans son premier livre, où elle dit que lorsqu'elle avait très mal à la tête, elle avait envie de frapper le premier venu à l'endroit sur leur front où elle avait mal. On est en plein désir mimétique, là, non? En plein désir mimétique. Mais le désir de violence est lié à ceci. Il a besoin de personnaliser, parce qu'il a besoin d'un responsable. Oui, mais dans ce cas-là, les islamistes radicaux font le travail de nos nostalgiques parce qu'ils nous frappent exactement l'endroit sur notre front où il fallait... C'est le sens de l'interprétation que vous donnez d'ailleurs du comportement du monde musulman, René Girard, puisque vous dites qu'il a les yeux rivés sur l'Occident.
Je pense que nous avons tous les yeux rivés les uns sur les autres. Mais les perdants au jeu du luxe, du succès, de la puissance, etc., s'y perdent trop longtemps et trop régulièrement, ils ont envie de renverser la table de jeu et de dire passons à autre chose. Vous voyez, nous n'allons plus jouer aux cartes, mais nous allons nous battre. C'est très évident. Oui. Mais c'est ça la politique de l'avenir. Et dans une perspective nietzschéenne, il faut civiliser les jeux politiques et surtout il faut civiliser la perte et offrir des voies d'accès au succès partagé à tous ceux qui ont été exclus jusqu'à présent de nos jeux qui gagnent. Mais alors, et il faut revenir à ce que vous venez de dire au début de notre conversation sur la vue dostoïevskienne sur l'Occident, parce que à Saint-Pétersbourg, la première grande vision d'un Occident haïssable a été forgée. Les mémoires d'un sous-sol ne parlent que de ça. Ne parlent que de ça. C'est à mon avis le premier tiers-mondisme conséquent, rationnel, organisé. La slavophilie de Dostoïevski. Mais dans les mémoires du souterrain, il a fortement conscience d'exprimer ce ressentiment populaire. Les mémoires du souterrain ne sont pas une œuvre slavophile. Si vous allez au journal d'un écrivain, Dostoïevski, là vous trouvez la slavophilie, etc. Mais dans les grandes nouvelles, il est dépassé par son propre génie et il dit la vérité sur ses réactions nationalistes, territorialistes. Vous voyez. Parce que, au fond, l'homme du souterrain est nostalgique du passé aussi. Il définit Saint-Pétersbourg comme la ville la plus préméditée du monde, totalement géométrique. C'est l'Amérique. Pour lui, il a du ressentiment contre le côté américain de Saint-Pétersbourg. Oui, contre le constructivisme de la modernité tout court. Oui. Parce que son ressentiment s'adresse à ceux qu'il a vus à l'Ouest lors de sa visite à Londres, c'est-à-dire il s'adresse à cette pièce de conviction de l'occidentalisme à l'état pur qu'était le palais de cristal, de Londres. Oui. Et avec Tchernychevski, cette vision du palais de cristal a été importée en Russie en proposant la transformation de la société russe en un grand palais de cristal où tout le monde peut vivre confortablement. Et Dostoïevski, il réagit immédiatement en formulant la première grande politique du ressentiment des perdants. Vous croyez au palais de cristal, indestructible pour l'éternité, auquel on ne pourra tirer la langue ni montrer le poing en cachette. Eh bien, moi, si je me méfie de ce palais de cristal, c'est peut-être justement parce qu'il est en cristal et indestructible, et parce qu'on ne pourra pas lui tirer la langue, même en cachette. Voyez-vous, si au lieu d'un palais de cristal, je n'ai qu'un poulailler, et s'il pleut, je me glisserai peut-être dans le poulailler pour éviter la pluie, mais tout en lui étant très reconnaissant de m'avoir préservé, je ne prendrai pas mon poulailler pour un palais. Vous riez. Vous me dites qu'en un cas pareil, palais et poulailler se valent. Oui, vous répondrai-je, si l'on ne vivait que pour ne pas être mouillé. Mais que faire si je me suis mis dans la tête qu'on ne vit pas seulement pour cela, et que si l'on vit, c'est dans un palais qu'il faut s'installer? Ceci est ma volonté, ceci est mon désir. Vous ne parviendrez à me l'arracher, cette volonté, que lorsque vous aurez modifié mes désirs. Eh bien, modifiez-les. Présentez-moi un autre but, offrez-moi un autre idéal. Mais en attendant, je me refuse à prendre un poulailler pour un palais de cristal. Dostoïevski, Mémoire du souterrain. Alain Finkielkraut. Je ne suis pas tout à fait sûr de pouvoir vous suivre. Il me semble que dans les mémoires d'un souterrain, ce que Dostoïevski met en œuvre de manière absolument géniale, prémonitoire, c'est une critique dont des monstres dont les lumières européennes, occidentales, sont porteuses. C'est la critique, justement, des tendances ou des tentations
totalitaire de la modernité, à travers critique du constructivisme, du fantasme de la transparence, les palais de cristal, et d'un autre fantasme qui serait celui de la mathématisation intégrale du monde humain. C'est un peu cela, le 2 et 2, la critique du 2 et 2 font 4. C'est non, vouloir mettre le monde humain lui-même en équation. Bon, ce fantasme s'est réalisé d'une certaine manière au XXe siècle, et c'est aussi à la lumière des totalitarismes du XXe siècle que nous lisons Dostoïevski. Alors, ce que je dis là n'épuise pas la profondeur de cette œuvre, et il y a d'autres choses à tirer justement de l'exploration dostoïevskienne du ressentiment. Mais je m'en tiens là précisément parce que je pense qu'il y a une grande différence à faire entre l'homme du souterrain et ce qui se passe aujourd'hui en islam, dans le monde islamique. Je crois que, si vous voulez, le monde musulman, la maladie de l'islam, pour reprendre l'expression d'Abdelwahab Medeb, c'est la paranoïa. C'est la paranoïa. Et c'est d'ailleurs... Donc, et si vous voulez, la paranoïa, c'est la réaction à la défaite, et en même temps, c'est l'expression de la défaite. Parce que ce qui a fait décoller l'Occident, c'est, et il est banal de le dire, justement, un autre aspect des Lumières, le règne de la critique. C'est-à-dire se décoller de soi. Et or, de cette attitude critique, il semble bien que l'islam soit encore aujourd'hui incapable, d'où cette manière de jouer, comme dit Bernard Lewis, au blame game. Qu'est-ce qui s'est passé pour que notre civilisation soit entrée dans une telle décadence? C'est immédiatement retraduit en qui nous a fait ça? Qui nous a fait ça? L'Amérique et maintenant Israël. Donc, le mécontentement tout à fait légitime face à un déclin dont l'ONU, d'ailleurs, prend acte aujourd'hui à travers des rapports absolument accablants, autant de livres traduits dans le monde arabo-musulman en un millénaire qu'en Espagne en une année, eh bien, déclin sur tous les plans, etc., au lieu que ce soit pris en charge par une pensée critique, c'est immédiatement exprimé sous la forme de la recherche du coupable. Et plus évidemment l'islam exprimera son sentiment de perte dans ce discours, ce dispositif paranoïaque, plus la défaite s'accélérera, puisque la paranoïa, c'est la défaite elle-même. Et là, je vois l'essentiel, malgré tout, de la divergence entre l'Occident et l'islam, parce que quand s'il y a une maladie de l'Occident, elle tient tout entière dans un excès quasi narcissique de la critique, que précisément Octavio Paz appelle le masochisme moralisateur. Dans un article sur Sartre, écrit après sa mort, absolument admirable. Il dit, il y a une grandeur de la critique, et puis elle a basculé en masochisme moralisateur. Voilà, paranoïa d'un côté, maladie de l'islam, masochisme moralisateur, maladie de l'Occident. Mais entre cette paranoïa et le ressentiment dostoïevskien, ou de l'homme du souterrain, je trouve que il faut maintenir une distinction. C'est de vous entendre parler de paranoïa, Alain Finkielkraut, me donne envie de vous poser une question que beaucoup de vos lecteurs, en fait, ont envie de vous poser, et parmi eux, ceux qui vous admirent. Dans Les battements du monde, vous dites, vous parlez des chasseurs de réactionnaires, les chasseurs de salauds, ceux qui se donnent bonne conscience. Alors, vous dites ceci: impatients de voir s'établir le monde de la reconnaissance achevée, mutuelle et égalitaire, ils vivent sous le double régime du scandale et de l'évidence. Scandale du partage entre gens d'ici et gens d'ailleurs, évidence du semblable. Scandale de la frontière, évidence de la créolité et du mélange. Scandale de la discrimination, évidence du mariage des homosexuels, etc., etc. Deux questions que je brûle de vous poser. D'abord, est-ce que vous ne présentez pas comme des évidences ce qui ne l'est pas du tout? Puisque chez les tenants des droits de l'homme, chez les droits de l'homme, chez les chasseurs de salauds, donc, comme vous dites, il y a débat au nom des droits de l'homme sur la frontière, le mariage des homosexuels, l'adhésion de la Turquie à l'Europe, etc. Et à vous lire, on a parfois le sentiment que vous vivez
comme étant entouré de belles âmes irresponsables. Autrement dit, Alain Finkielkraut, est-ce que vous ne seriez pas vous-même un peu parano? Ah, c'était ça la question, c'est bien, c'est une très belle transition. Là, je ne peux que vous applaudir, mais évidemment, je vais essayer de me défendre. Je ne vous attaquez pas. Tous les paranoïaques montrent à quel point ils ne le sont pas. Si vous pensez que je vous attaque, vous me donnez raison. Non, je ne pense pas. Je trouve au contraire que c'est une transition très habile. Non, je ne pense pas que cela relève de la paranoïa. D'abord, si vous voulez, je n'ai traité personne, moi. J'ai été traité de nouveau réactionnaire, et c'était intéressant. C'était un ouvrage publié dans une collection issu de la deuxième gauche et de la Fondation Saint-Simon, et ça a été repris par le journal Le Monde, c'est-à-dire ça ne venait pas de cette gauche de gauche qui se radicalise et qui pratique le sectarisme et l'injure. Et ce phénomène m'a d'abord énervé et ensuite beaucoup intéressé. C'est en cela que je ne crois pas être paranoïaque. Je me suis dit, il y a là une occasion de réfléchir. Et Sloterdijk, d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le livre, à un moment donné, Sloterdijk m'a dit, mais c'est pas possible, on va pas revenir sur cette polémique, on va pas citer Daniel Lindenberg, c'est l'écume de la vague, j'ai insisté parce que je crois que c'est un phénomène très révélateur de l'équivoque démocratique, une équivoque dont la lecture sur laquelle la lecture de Tocqueville peut nous éclairer. Tocqueville dit, au début de la démocratie en Amérique, qu'il a écrit ce livre sous l'impression d'une terreur religieuse. C'est très intéressant, parce qu'il a vu la démocratie comme un fleuve, un long processus irrésistible d'égalisation des conditions religieuses et sa terreur, car c'est une traduction dans les faits du discours évangélique. D'où, chez Tocqueville, une représentation de la sécularisation en rupture avec l'idée des Lumières françaises. Un monde séculier, c'est un monde construit contre l'Église. La sécularisation, selon Tocqueville, plus proche en cela d'ailleurs d'une certaine tradition allemande, c'est au contraire la continuation ou la réalisation du message évangélique. D'un autre côté, il y a un sentiment de terreur, parce que sans cesse il se demande où ça va s'arrêter, et parce que il fait, même s'il ne la formule pas complètement, une distinction entre la démocratie comme processus et la démocratie comme régime. Comme régime, la démocratie, c'est le lieu de la discussion. Comme processus, c'est un fleuve. Et aujourd'hui, l'espace de la discussion est envahi par des cavaliers du processus, c'est-à-dire des gens qui vous disent « l'égalisation se fait », elle doit continuer à se faire. Nous voulons accélérer le processus. Nous sommes en quelque sorte des accoucheurs de l'histoire. Et nous n'avons pas en face de nous des gens qui ont d'autres points de vue. Nous avons en face de nous des gens qui veulent retarder l'accouchement démocratique. Donc c'est extraordinaire, si vous voulez, que la démocratie elle-même soit détournée de son sens originel et soit vécue par les démocrates les plus sincères comme un accomplissement inexorable et cette démocratie nous place sur une voie unique. On pouvait être contre le Pax. On pouvait être contre le pacte, mais quand on était contre, ce qui n'était pas ma position, moi j'étais agnostique, ça m'était égal, mais ceux qui étaient contre le pacte, c'était évidemment des adversaires monstrueux de la démocratie. C'était des gens dont on se dit, mais c'est des gens qui veulent retarder l'égalité, donc qui sont, et qu'est-ce qu'être un adversaire de la démocratie et de l'égalité? C'est être un partisan de l'exclusion et de la discrimination. Un réactionnaire doublé d'un raciste. Voilà à quoi se réduit constamment la discussion en France, mais pour des raisons profondes qui tiennent à l'équivoque même de l'idée démocratique. Peter Sloterdijk. Oui, mais pour un observateur venu d'ailleurs, il n'y a rien d'étonnant dans ce genre de débat, parce que la France n'a jamais pu se débarrasser de son héritage du jacobinisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un jacobin? C'est quelqu'un qui envoie son adversaire dans le passé. Et il suffit d'être passé pour être coupable. Or vous voulez avoir 3000 ans, vous voulez vieillir. Oui. Ouais, j'ai la prétention d'être une âme, pas une belle âme, mais une âme vieille. Oui, ça vous vient de l'Inde, ça. C'est autre chose. Je crois que cette irruption
de la pensée temporelle dans le débat intellectuel constitue un véritable drame, parce qu'au moment où on se permet de dater les arguments de l'autre en ajoutant le qualificatif passé ou de provenance passée à ce que dit votre adversaire, vous l'avez relégué à un endroit où il serait à jamais irrémédiable. Donc, et il dépend. Donc, c'est un mort-vivant. S'il se permet de prononcer des opinions qui ne sont pas d'aujourd'hui. Et moi, je pense que parmi toutes les mauvaises nouvelles que nous avons pu ou dû recevoir en ce 20e siècle sinistre, c'est le fait que même les paranoïaques sont persécutés. Voilà, et maintenant on revient au terrain de. C'est très intéressant parce que. Oui, René Girard. Alors vous, René Girard, je précise que vous n'êtes pas un passéiste, mais vous êtes plutôt mythologue, si j'ose dire. Vous vous intéressez plus aux fondations originelles qu'à l'histoire. Oui, on pourrait définir la psychanalyse au fond comme un effort pour persuader le monde que personne n'est persécuté et que tout le monde croit en une persécution imaginaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une transformation énorme parce que toute persécution devient réelle. N'est-ce pas ? Et nous entrons dans un monde où on est en concurrence pour occuper la position de la victime qui est devenue la position la meilleure, la plus formidable sous le plan de la propagande. Nous ne nous rendons pas compte à quel point ceci est unique dans l'histoire de l'univers, qu'il n'y a aucun précédent pour ceci. Ceci est très présent dans le livre que vous avez terminé. Et à mon avis, par conséquent, ce livre est toujours en bordure du religieux. Il est toujours sous-tendu, d'une certaine manière, par une réflexion religieuse qui, malgré tout, n'est pas là. Parce que dans les débats en France sur le religieux, et je le constatais encore dans le numéro du débat là, que j'ai lu entre Marcel Gauchet et Régis Debray, il y a malgré tout, et c'est peut-être un peu vrai dans votre livre, une pétition de principe qui reste fondée sur les Lumières et l'univers des Lumières. Et c'est qu'il ne peut pas y avoir de vérité, au fond, dans le religieux. Une question de principe qui est posée. Alors moi, on me dit toujours, vous n'avez pas droit à la parole dans notre univers parce que nous sommes laïcs et vous êtes religieux. Par conséquent, vous avez des préjugés dès le départ, n'est-ce pas ? Et il n'est pas question d'objectivité. On peut donc vous écarter. Vous êtes écarté en principe. Mais est-ce que l'attitude contraire est scientifique ? Tenir pour acquis que le religieux n'a aucune valeur, alors qu'en réalité, et on le constate de plus en plus, plus les débats deviennent modernes, n'est-ce pas ? Plus le religieux se rapproche de ces débats, plus la substructure religieuse du débat tend à apparaître, n'est-ce pas ? Et en particulier dans le livre que vous venez d'écrire, ça m'a frappé par son rapport direct, constant, avec un religieux qui n'est jamais mentionné directement. Lorsque vous parlez de la religion et de la vérité de la religion, j'aurais envie à citer un mot célèbre de votre collègue Max Weber, avec qui vous partagez pas mal de traits et qui, comme vous, peut passer comme un des fondateurs de la sociologie des religions. Max Weber a dit, en caractérisant soi-même, que lui était un être humain religieusement amusical. Ouais. En revanche, vous semblez être quelqu'un qui est religieusement musical, c'est-à-dire le don de la religion vous a été donné. Et moi, je me permettais d'ajouter que, à mon avis, vous êtes religieusement bilingue. Mais, à la très grande différence,
Alain Finkielkraut, si je le comprends bien, et avec moi-même, pour vous, la religion est votre première langue. Et vous redites vos vérités religieuses dans la langue de l'anthropologie et des sciences humaines, si bien que parfois on ne comprend plus bien si vous n'avez pas dépassé le christianisme et la vérité du christianisme en trouvant le concept général de l'être chrétien. Tandis que pour moi, je parle la langue de l'anthropologie et de la philosophie grecque comme première langue. Donc je suis un être plus ou moins ancré dans la mondanité. Et pour moi, les langues religieuses sont des langues, des deuxièmes langues que j'accepte et dont la teneur, le contenu de vérité est important pour moi, mais l'ordre des entre première langue et deuxième langue n'est pas la même que chez vous, parce que sinon vous n'auriez pas pu écrire une apologie du christianisme en utilisant la langue des sciences humaines. René Girard. Au fond, ce que vous dites, c'est que entre anthropologie et théologie, il y a une différence qui ne doit pas être mise en question. Reste valable à vos yeux. Et moi, au fond, c'est la question que je pose, c'est est-ce que cette différence est vraiment valable ? Est-ce que cette différence ne nous paraît pas valable parce que, à la différence des théologiens patristiques et classiques, qui ont fait leur théologie sur une anthropologie, parce qu'il est impossible dans le christianisme de se passer d'anthropologie. C'est ce que les chrétiens appellent l'incarnation, n'est-ce pas ? L'homme est toujours déjà présent. Ou quelqu'un qui l'a dit, pour la citer une fois de plus, Simone Weil a dit que les évangiles étaient une théorie de l'homme avant d'être une théorie de Dieu. Mais ce qu'elle dit en même temps, c'est que d'une certaine manière, la théologie a raté cette anthropologie. Parce qu'elle n'a pas vu la théologie grecque, si vous voulez, est anti-religieuse, n'est-ce pas ? Et c'est, je crois, ce qui donne à la théologie chrétienne ses aspects les plus, comment dirais-je, fragiles par rapport aux attitudes modernes, à la logique moderne, à nos attitudes. Mais si on n'accepte pas cette distinction, à partir... L'idée... Ce que je dis au fond, c'est les hommes sont violents. C'est parce que les hommes sont violents qu'ils ont des religions. Et les premières religions sont des religions, d'une certaine manière, comme on disait jadis, naturelles, en ce sens qu'elles se font elles-mêmes dans des crises qui se terminent par des phénomènes victimaires. Et la victime est à la fois démonisée, puisqu'elle est coupable, et divinisée, parce qu'elle supprime la violence. Alors, je pense que ce que disent les grands textes bibliques et ce que dit de la façon la plus parfaite l'Évangile, parce que c'est de dire que ceci, c'est le fondement du religieux, mais qu'il est faux dans la mesure où ces victimes sont innocentes, n'est-ce pas ? Et que le Christ est venu pour apprendre aux hommes cette vérité. Alors, il y a toutes sortes de textes qui n'ont jamais été interprétés par les théologiens. J'en cite un seul parce que je l'ai pas j'ai jamais parlé de lui au fond, mais il m'intéresse de plus en plus. C'est un texte qui se trouve déjà dans les psaumes, n'est-ce pas ? Et qui dit toute ma thèse. C'est le texte qui dit « La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre de fête ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la victime est devenue la pièce principale de l'édifice qui est construit. Comment cette phrase est vraie pour les religions archaïques à un certain niveau, dans l'illusion de la culpabilité, de la méchanceté du Dieu. Le biblique corrige sans cesse cette phrase dans la négation de la culpabilité du Dieu et dans une affirmation de la culpabilité des hommes, au fond, par rapport à ce type de religion, qui fait qu'ils avancent de plus en plus
si vous voulez, à mon avis, vers une autre conception du religieux. Et que le non-religieux, entre les deux, est une vision imparfaite. Oui. Mais à ce qui paraît, vous créez une nouvelle alliance entre le savoir religieux et le savoir anthropologique moderne. Et comme le christianisme, dans sa première période, était fondé sur l'alliance avec la philosophie grecque, aujourd'hui, vous remplacez la totalité, la quasi-totalité des savoirs grecs par une conception plus riche de la nature humaine, une vision contemporaine, et c'est-à-dire vous introduisez une deuxième langue pour enrichir le savoir chrétien. Ah oui. Est-ce qu'on peut s'exprimer ainsi ? Peut-être, mais d'une certaine manière, je dirais que c'est pas une deuxième langue. Vous voyez, il y a toujours deuxième langue. Les théologiens n'apprécient pas ce que je fais parce qu'ils trouvent que c'est trop anthropologique. Vous acceptez l'anthropologie et la face religieuse, vous dites non. Alors c'est un peu le contraire est la même chose, je dirais. Oui, parce que je ne suis pas tellement sûr de ma musicalité religieuse. Alain Finkielkraut, est-ce que vous êtes un religieux musical ? Non. Je ne peux pas dire que... Je ne suis pas plus sûr que Sloterdijk de Bar musicalité religieuse. Et il est clair que la religion n'est pas ma première langue. Quelquefois, je le regrette, car même je le regrette dans le langage des Lumières. Nulle ignorance n'est utile, disent les Lumières. Et notre ignorance du religieux, aujourd'hui, à la plupart d'entre nous, cette ignorance est abyssale. Et j'espérais d'ailleurs que le soudain intérêt pour le fait religieux qui se manifeste sous nos climats avait pour but de combler cette ignorance. C'était un but, un objectif culturel de très haute valeur, car si nous comblons cette ignorance, nous pouvons reprendre contact avec un héritage qui, malgré tout, a été façonné par le religieux. Les plus grands artistes avaient la religion pour première langue. Bien, je n'ai aucun, cela dit, ça ne me choque pas d'entendre René Girard mettre la barre un peu plus haut et dire si la religion est intéressante, c'est peut-être parce qu'il y a en elle de la vérité. Mais nous n'en sommes pas là avec l'intérêt actuel pour le fait religieux. Il ne s'agit ni de se poser la question de la vérité du religieux, ni même de reprendre contact avec un patrimoine englouti, avec une Atlantide. Il s'agit d'une, sous couleur de scientificité, d'une œuvre, d'une entreprise édifiante. Parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh bien, on nous dit qu'il y a un invariant religieux, qu'il y a un feu sacré qui consume les uns et les autres. Au nom de cette idée d'invariant religieux, et René Girard y a fait référence tout à l'heure, on ne fait même pas on en vient de ne pas faire de différence entre la religion des islamistes radicaux et la religion américaine. Alors même que si les Américains ont une mission, ou se croient avoir une mission divine, c'est de répandre la démocratie sur la terre, autrement dit la laïcité. Donc, bref, mais donc on est plutôt dans l'espace de l'homogénéisation. Et pourquoi ? Parce que nous avons un problème avec l'islam. Nous disons que si nous faisons preuve de bonne volonté, nous allons résoudre ce problème, puisque le mal ne peut venir que de nous. Et faire preuve de bonne volonté, c'est diffuser la bonne nouvelle suivante dans les classes. Il y a un invariant religieux, il y a un feu sacré. Nous sommes tous des musulmans comme les autres. Ils ont leur djihad, nous avons une croisade. Ils ont les kamikazes ou les bombes humaines. Nous, dans la Bible, il y a eu Samson et les Philistins. Donc, il n'y a pas de quoi s'énerver. C'est partout pareil. Et là, j'y vois un désamorçage, donc édifiant, et j'y vois une grande occasion manquée. Parce que je trouve qu'il faudrait avoir la capacité théorique de penser les différences aujourd'hui. Moi, ce qui me passionne, c'est même
dans ces religions du livre, c'est ce qui les différencie. Pourquoi se distinguent-elles? Pourquoi, même pour dire les choses avec la vulgarité du langage de la doxa, pourquoi un intégriste juif ne ressemble-t-il pas à un intégriste musulman? Ou jusqu'où se ressemble-t-il et en quoi différencie-t-il? Quelle différence y a-t-il entre une religion fondée sur l'étude, une religion fondée sur la foi, une religion fondée sur la soumission? Tout cela, je voudrais que la question se pose. Malheureusement, elle ne se pose pas pour des raisons qui ont à voir avec l'édification et donc qui nous éloignent de tout souci de vérité. Mais Mahomet a fait descendre du ciel et a placé dans le Coran non seulement des doctrines religieuses, mais des maximes politiques, des lois civiles et criminelles, des théories scientifiques. L'Évangile ne parle au contraire que des rapports généraux des hommes avec Dieu et entre eux. Hors de là, il n'enseigne rien et n'oblige à rien croire. Cela seul entre mille autres raisons suffit pour montrer que la première de ces deux religions ne saurait dominer longtemps dans des temps de lumière et de démocratie, tandis que la seconde est destinée à régner dans ces siècles comme dans tous les autres. Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Les grands textes du début de la Bible sont des textes qui humanisent d'une certaine manière les dieux mythiques. Joseph, lorsque les frères reviennent et voient Joseph habillé en pharaon, puisqu'il est le Premier ministre, ils le prennent sans doute pour un dieu. Mais la Bible leur dit non, Joseph n'est pas plus Dieu. Joseph est un homme innocent que vous avez condamné à tort, etc. Et maintenant, ne l'idolâtrez pas à tort. Par conséquent, cette humanisation est toujours présente dès les parties les plus anciennes de la Bible. Mais là, je voudrais vous poser une question plus précise. Oui. Vous voulez introduire des différences, vous ne gênez pas pour le faire. C'est d'autant plus, si vous voulez, digne d'éloge que, effectivement, ce n'est pas politiquement correct. Le politiquement correct, j'ai essayé de le définir à gros traits. Mais il y a un problème malgré tout, et là je rejoins peut-être Sloterdijk, parce que vous nous montrez qu'avec le christianisme, la Bible et puis son épanouissement chrétien, au fond, la victime a été réhabilitée. C'est le parti pris de la victime face à sa bouc émissarisation. Seulement là, deux problèmes se posent pour moi. Une fois que la révélation est faite, alors il n'y a plus besoin de Dieu. Mais qu'est-ce qu'une religion qui a toute son... qui n'existe que dans l'anthropologie? Et peut-être cela se tient-il effectivement à notre situation démocratique. Tocqueville disait, dans les démocraties, c'est pas nous qui rejetons les religions, c'est les religions qui nous quittent. Elles nous quittent, l'au-delà nous quitte, et donc... Il y voyait un danger. Il y voyait un danger, et en même temps, il y voyait la religion américaine comme d'un danger, justement, de pragmatisme, d'intégration du phénomène religieux par le pragmatisme. Mais il y voyait aussi un processus inexorable, et je remarque que chez René Girard, il y a une anthropolisation du religieux, et si je pense maintenant à Lévinas, cette idée que l'idée de Dieu ne vient pas dans la formule « je crois en Dieu », mais dans la trace de l'autre, c'est déjà quelque chose comme un judaïsme où l'on pourrait presque se passer de Dieu. Premier problème. Deuxième problème, alors là, il est d'ordre politique. Le parti pris des victimes, c'est bel et bon, mais ça ne résout rien. Je pense au conflit israélo-palestinien, où chacun peut, si vous voulez, revendiquer d'une certaine manière le titre de victime, et est-ce qu'il ne faudrait pas justement sortir de la victimologie? Vous avez besoin du religieux pour sortir de la victimologie, parce que la victimologie actuelle est une mauvaise utilisation du judaïsme et du christianisme. C'est d'ailleurs pourquoi elle est en perpétuel chassé-croisé entre les juifs et les chrétiens. Vous avez parfaitement raison d'essayer de montrer, si vous voulez, ce chassé-croisé, ce que vous faites dans le livre présent. Mais vous avez besoin précisément de la vérité de la révélation de la victime, afin de montrer la fausseté de ces pseudo-révélations, de ces efforts de prendre le biblique et le chrétien sur leur gauche, vous voyez, auxquels nous assistons en ce moment, et qui ne peuvent se définir exactement que par rapport au judaïque et au chrétien. Alors ça m'intéresse d'autant plus, évidemment, que c'est radicalement œcuménique, dans la mesure où on peut montrer très concrètement que les textes judaïques et chrétiens les plus grands, ceux dont nous nous souvenons le plus, le serviteur souffrant, etc., sont toujours des textes qui révèlent, n'est-ce pas, la victime dans son innocence et dans sa capacité, n'est-ce pas, de révéler le mensonge des phénomènes victimaires autour d'elle, n'est-ce pas, qui ne peut pas ne pas être pertinent à la situation actuelle.
Autrui en tant qu'autrui n'est pas seulement un alter ego. Il est ce que moi, je ne suis pas. Il l'est non pas en raison de son caractère ou de sa physionomie ou de sa psychologie, mais en raison de son altérité même. Il est, par exemple, le faible, le pauvre, la veuve et l'orphelin, alors que moi, je suis le riche ou le puissant. On peut dire que l'espace intersubjectif n'est pas symétrique. L'extériorité de l'autre n'est pas seulement due à l'espace qui sépare ce qui par le concept demeure identique, ni à une différence quelconque selon le concept qui se manifesterait par l'extériorité spatiale. La relation de l'altérité n'est ni spatiale ni conceptuelle. Durkheim a méconnu la spécificité de l'autre quand il demande en quoi autrui, plutôt que moi-même, est l'objet d'une action vertueuse. Entre la charité et la justice, la différence essentielle ne tient-elle pas à la préférence de la charité pour l'autre, alors même qu'au point de vue de la justice, aucune préférence n'est plus possible ? Emmanuel Lévinas, Le temps et l'autre. Alain Finkielkraut, il y a presque 30 ans, en juillet 1974, le tout jeune Alain Finkielkraut que vous étiez, agrégé de lettres modernes, entre dans une librairie du boulevard Saint-Michel à Paris et tombe sur Totalité et Infini, donc de Lévinas, dont vous ne connaissiez alors que les lectures talmudiques. Et vous êtes à ce moment-là émerveillé. Vous avez, si j'ose dire, une révélation en découvrant Lévinas. Et dans la conversation que vous avez avec Peter Sloterdijk, dans Les battements du monde, Peter Sloterdijk résume la pensée d'Emmanuel Lévinas en une expression très, très forte et simple en même temps, qui est « après vous, monsieur ». Une formule de politesse très simple. C'est une citation lévinasienne. C'est une citation lévinassienne. Ouais. Et mais est-ce que après vous, monsieur, qu'on peut tirer de Lévinas, qui donc pense le visage de l'autre dans son altérité radicale et dans sa transcendance, est-ce que cette après vous, monsieur, ne s'applique pas justement au phénomène que vous pouviez décrire de masochisme moralisateur consistant à dire ça n'est pas la faute de l'autre, nous n'avons pas d'ennemis, nous sommes les artisans de ce qui nous arrive, en somme, après vous, monsieur, ce que vous faites par la violence, c'est que vous exprimez des droits que nous vous avons trop longtemps ôtés par la colonisation, par exemple. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas une interprétation de Lévinas qui peut aller dans ce sens-là ? Bien sûr. Ce qui est très beau dans cette formule, après vous, monsieur, c'est, si vous voulez, la rencontre d'une pensée radicale de l'éthique avec une formule de politesse automatique. Ça, je trouve, il y a quelque chose de génial. Il dit, l'éthique, selon moi, Lévinas n'est pas un moralisateur. Il ne fait pas la morale. Il définit une situation. Il raconte sous toutes les formes possibles, une rencontre à la fois archétypale et qui a eu lieu, parce que il y a un effet de reconnaissance. La rencontre de l'autre se fait dans la dissymétrie, la rencontre a un caractère de commandement, je vois le visage de l'autre, et voir en l'occurrence c'est entendre, j'entends le « tu ne tueras point » et le « pour moi », le pour moi du conatus s'inverse malgré moi en pour autrui dit Lévinas. Donc après vous, monsieur, ou cette autre formule admirable, vraiment magnifique. Avant le cogito, il y a bonjour. Avant le cogito, il y a bonjour. Bien, mais il y a aussi... Vous voulez dire que Descartes avait de mauvaises manières ? Pas vraiment, non, mais peut-être que la modernité ne peut pas se fonder exclusivement sur la royauté du sujet. Cela étant, Lévinas est moderne, puisqu'il pense, au fond, que la mort de l'autre m'importe plus que la mienne, mais au travers de cette destitution du sujet moderne, il en arrive, par exemple, à une réhabilitation généralisée de la technique, très anti-heideggerienne, dans la mesure où le but de la technique, c'est de soulager la condition des hommes et notamment celle de l'autre homme. Donc ce n'est pas un philosophe du retour, comme Léo Strauss est un philosophe du retour, c'est le philosophe d'une autre généalogie de la modernité. Cela étant, même les plus belles pensées, et surtout peut-être, peuvent avoir un destin idéologique. Et il y a un destin idéologique de la pensée de Lévinas, de l'éthique selon Lévinas, une réduction, c'est-à-dire qu'une lecture de la réalité politique dans les termes de ce rapport éthique entre moi et l'autre. Or, Lévinas veut lui-même nous mettre en garde contre cette réduction, toujours possible, en disant
il y a aussi le tiers. Dans le visage du Proustien, lui le tiers. Et donc, de la responsabilité, il faut aller au problème. La philosophie est justifiée comme sagesse de l'amour, ce qui veut bien dire que l'amour lui-même a besoin de sagesse. Il peut y avoir une folie de l'amour, folie du masochisme moralisateur. C'est-à-dire, la question forcément se pose, qui est l'autre ? Ce qui peut se traduire en termes gérardiens. Si l'on tient à la victime, la question se pose, qui est la victime ? Et la question se pose toujours à nouveau frais, d'où la nécessité d'une sagesse pratique, d'une intelligence qui, selon Lévinas d'ailleurs, se retrouve aussi dans le Talmud. C'est sa manière à lui de réintroduire le Talmud dans la pensée. Que dit-il du Talmud ? C'est la lutte avec l'ange. Le Talmud n'est qu'exploration de situations concrètes. Pourquoi ? Parce que la générosité, dit Lévinas, est menacée par son stalinisme. Il peut y avoir un stalinisme de la générosité quand, évidemment, elle se traduit en idée générale. Et on peut avoir, effectivement, une vision générale de l'autre, non plus comme figure singulière, mais comme altérité globale dans un monde réduit, encore une fois, à n'être qu'un monde à 2 dimensions. Le moi, si vous voulez, qui n'est plus le moi souffrant, mais le moi coupable, et l'autre perçu comme la valeur des valeurs, mais l'autre tout d'un coup comme concept massif et engloment. Voire ingéré dans l'hypothèse du métissage dont vous parlez. En plus. Donc, oui, évidemment. Donc, c'est-à-dire, d'où la nécessité. Il y a une époque où il fallait exposer la pensée de Lévinas parce qu'elle était confidentielle. Maintenant, il faut la soustraire à une espèce, en effet, de bavardage lévinassien. René Girard. Justement, la question qui se pose, c'est pourquoi la pensée de Lévinas est-elle vulnérable à cette utilisation idéologique ? Alors, vous parlez tous les deux, au fond, dans mon cas, d'anthropologisation du religieux. Mais à mon avis, c'est un point de vue beaucoup trop étroit, n'est-ce pas, dans la mesure où c'est une séparation universitaire entre des disciplines. Et les théologiens font la même chose lorsqu'ils m'accusent de ne pas parler suffisamment de théologie. Mais en réalité, le théologique ne devrait pas être distingué. Ce qui apparaît, si vous voulez, si on prend au sérieux ce que je dis, c'est le fait qu'il y a une carence extraordinaire des théologies chrétiennes dans la mesure où elles ont été obligées de se fonder sur la philosophie grecque à partir de Platon. Le mouvement de Heidegger vers ce qu'il appelle vers les présocratiques, si vous voulez, où il découvre des textes qui disent, d'une certaine manière, le meurtre fondateur et le cycle religieux archaïque, est très important, à mon avis, parce que c'est ce qu'il appelle le pas en arrière, Schritt zurück. Je dis, il faut faire un second pas en arrière et pas s'arrêter aux présocratiques et retourner vraiment à la mythologie. Et là, on s'apercevra qu'on a affaire, littéralement, à du biblique renversé, du biblique qui ne se révèle jamais. Pourquoi vous dites que Lévinas est vulnérable ? Non. Je dis la pensée vulnérable à son utilisation idéologique. La pensée vulnérable parce que, si vous voulez, elle est très susceptible de se transformer en idéologie rapidement, n'étant pas fondée sur une anthropologie réelle du religieux, justement. C'est ce que je dirais moi-même. Je pense que la réaction négative à mon travail vient du fait qu'il est difficile de contourner cette anthropologie, précisément pour faire de ce que je dis une idéologie. Peter Sloterdijk. Oui, je crois que ce que vous venez de dire s'est produit aux États-Unis et la réception américaine du lévinasianisme prouve parfaitement que cette victimologie générale peut conduire à des conséquences aberrantes. Moi, je dirais, peut-être en mettant un peu les pieds dans le plat, que ce qui nous manque pour sortir de la victimologie, c'est une autre sagesse. C'est une sagesse grecque, pour le coup, qui n'est pas la sagesse de Platon, qui est la sagesse tragique. Je crois que... ça, c'est nietzschéen. Et c'est aussi camusien, vous voyez. C'est pas un philosophe que les nietzschéens aiment nécessairement à citer. Oui, mais enfin, ils peuvent s'entendre. Bon, mais il y a une conférence que Camus a prononcée à Athènes, justement, sur la tragédie. Et il donne la définition hegélienne de la tragédie, Antigone, les deux côtés qui ont raison, en même temps, deux droits qui s'affrontent et qui ont quelque chose d'insurmontable. Il dit, il y a une allergie grandissante
à la tragédie aujourd'hui et une préférence marquée, toujours plus marquée, pour le mélodrame. Voilà. Esthétiquement, si vous voulez, c'est aussi ça le communisme. C'est le choix du mélodrame contre la tragédie. Nous n'en sommes pas sortis et la victimologie entretient, si vous voulez, alimente cette force du mélodrame. Il faut sortir de l'emprise du mélodrame et la seule issue, si vous voulez, au conflit israélo-palestinien, elle n'est évidemment pas dans la compétition victimologique, mais elle est dans la prise de conscience, qui a été quand même un exploit de l'esprit humain, du tragique. Si il y a prise de conscience du tragique, c'est-à-dire deux droits qui s'affrontent, alors on peut sortir de la logique de l'enfrontement. Mais le mélodrame garde ses droits, la victimologie nous enferme, et je crois que l'une des caractéristiques les plus douloureuses de cette modernité tardive, c'est toujours la préférence pour le mélodrame contre le tragique. Alors, pour rester dans le tragique, tragique par lequel vous entendez cette position, enfin, c'est des positions antagonistes qu'il serait illusoire de réconcilier. Dans la conférence que Camus donne à Athènes, que vous citez dans Les Battements du Monde, vous citez ce passage, vous dites « Antigone a raison, mais Créon n'a pas tort. De même, Prométhée est à la fois juste et injuste, et Zeus qui l'opprime sans pitié est aussi dans son droit. La formule tragique par excellence serait « tous sont justifiables, personne n'est juste ». C'est pourquoi le cœur des tragédies antiques donne toujours des conseils de prudence. Est-ce que la sagesse à laquelle vous en appelez est une sagesse, on pourrait la résumer d'ailleurs avec Pascal, qui tient toujours à la fin d'une vérité à se souvenir de la vérité opposée? Est-ce que ça vous semble On peut dire des choses comme ça, mais pour moi c'est le fondement philosophique de ce qui s'est passé à Genève. Oui. Mais en fait... Tous sont justifiables, personne n'est juste. Or, ce qu'on entend toujours du côté palestinien, c'est il n'y a pas de paix sans justice. Et la paix alliée à la justice selon les Palestiniens, nous seuls avons le droit, donc aucun partage n'est possible. Tous sont justifiables, personne n'est juste. Alors, la réconciliation, justement, peut avoir lieu. On sort de la tragédie par la conscience du tragique, et tout est fait aujourd'hui, précisément, pour que cette conscience n'émerge pas. Mais sur le plan culturel, on peut vous répondre que la tragédie est un point très instable et très court de lutte absolue entre des opposés qui vont vers la décomposition totale d'Athènes, n'est-ce pas ? On ne se rend pas compte suffisamment du fait que la culture athénienne, c'est nous qui la transformons rétrospectivement, n'est-ce pas ? Parce qu'elle est mithridatisée, elle est transformée en vaccin, si vous voulez. Mais essentiellement, le moment tragique, c'est le moment où le héros est expulsé. N'est-ce pas ? La tragédie se termine par l'expulsion, qui est le moment cathartique. Et la catharsis est exprimée par ces paroles du public qui dit « Ah ben, nous avons bien de la chance de ne pas être des héros tragiques. Nous allons rentrer dans notre petite maison bien tranquille. Et il vaut mieux être un homme du commun qu'un de ces héros extraordinaires. » Donc c'est un conseil à la ville d'Athènes d'être sage, etc., de respecter les règles. Oui, mais et de remplacer les héros par les athlètes. Oui, mais parce qu'il ne faut jamais oublier que la démocratie antique s'était fondée sur cette triple institution de la tragédie, oui. Le théâtre dionysiaque, et ça ressemble beaucoup. Le stadium, donc l'endroit où les athlètes ont pu s'exprimer, et le suffrage universel. Mais donc, ça ressemble beaucoup à la démocratie anglo-saxonne, qui est aussi une démocratie du sport. Et Dieu sait si c'est grand et si c'est formidable d'arriver à faire ça. Mais il est évident qu'aujourd'hui, ce n'est plus notre... Pardon, mais pour en revenir à Athènes, quand même, la décadence que Nietzsche appelle la décadence d'Athènes est arrivée non pas au moment de l'affrontement tragique et irréconciliable d'Apollon et de Dionysos, mais dans la façon dont il a été dépassé par Euripide, c'est-à-dire et par le rationalisme euripido-socratique, c'est-à-dire l'introduction de la raison. Dans la naissance de la tragédie, la thèse de Nietzsche. Je vois mal le dépassement euripidien, vous savez, parce qu'il n'y a qu'une tragédie d'Euripide que Nietzsche appréciait, et qui est la plus grande sur le plan du religieux, ce sont les Bacchantes. Les Bacchantes, c'est la révélation absolue du meurtre fondateur et de la rivalité mimétique poussée à son point absolument extrême, n'est-ce pas ? Et dans les Bacchantes, il n'y a pas d'équilibre, puisque c'est la destruction du palais royal, c'est la destruction de tout. Mais si je vous suis, donc
il y aurait une sorte d'illusion d'optique, de création rétrospective d'une définition de la tragédie par la modernité. Donc vous ne prenez pas, vous, au sérieux, ce qui m'apparaît encore à moi comme la géniale interprétation hegelienne d'Antigone. Parce que dans Antigone, selon Hegel, c'est pas la punition cathartique du héros, c'est la prise de conscience au travers du spectacle de la tragédie d'une certaine, malgré tout, relativité des points de vue humains. C'est la réintroduction ou l'introduction de la phronésis de la sagesse pratique. Ce n'est vraiment pas dans le texte. Oui, mais si vous disposez déjà du concept du dilemme, ou d'une théorie des dilemmes, une dilemmatique, on peut peut-être même se passer de la référence à la tragédie. Hein, parce que la dilemmatique, c'est la forme généralisée de ce que la tragédie grecque a découvert. C'est-à-dire, mais un dilemme appelle la réconciliation. Vous diriez, Peter, que la tragédie l'a découvert quand même, cela. Oui, la dilemmatique. Oui, la dilemmatique, c'est donc inclus dans dans la dramaturgie de la tragédie, hein, parce que l'homme dans l'impasse, c'est exactement celui qui doit choisir sans pouvoir choisir, et la décision est faite par la force, dans un sens ou dans l'autre. Et je crois que la sagesse moderne consiste précisément en ceci que on garde en mémoire la leçon de la tragédie, tout en essayant de faire de la tragico-comédie, c'est-à-dire une dilemmatique contemporaine. Est-ce que dans ce débat que vous avez sur la question du tragique, il n'y a pas en jeu également la question de l'agir et du penser? Je veux revenir un instant sur la première fois où vous vous êtes rencontrés tous les deux, Alain Finkielkraut et Peter Sloterdijk. C'était à Weimar en 91, et comme vous le racontez l'un et l'autre, c'est très bien raconté d'ailleurs, et c'est émouvant même. Donc c'est en 91, et Alain Finkielkraut, vous étiez pour une fois inquiet voilà, intranquille, dirais-je, et vous aviez été frappé ce jour-là par la sérénité qui se dégageait du visage de Peter Sloterdijk. Et dans les battements du monde, on retrouve le prolongement de cette expérience-là dans vos deux discours. Je m'explique. Peter Sloterdijk, vous dites très souvent, vous faites une critique, une sorte de profession de foi anti-sartrienne, une critique de l'engagement. Vous dites l'engagement implique une participation à la souillure. Il y a là-dedans quelque chose de très difficilement viable pour un intellectuel. On comprend peu à peu, dites-vous, qu'on ne se trouve plus sur cette grande colline des généraux permettant une vue d'ensemble sur la totalité du terrain. Et après, vous dites, quant à nous sommes devenus des gladiateurs malgré nous. Et à quoi Alain Finkielkraut répond que la contemplation, chez vous, est toujours impure, dérivée, qu'elle n'est pas sa propre cause, et que s'il vous arrive d'être intelligent, c'est sous le coup d'un choc. Alors, est-ce qu'il n'y a pas dans ce texte, finalement, une différence cruciale entre vous deux, qui tiendrait à, d'un côté, chez vous, Alain Finkielkraut, le sentiment qu'on ne peut pas faire abstraction du monde, et chez vous, Peter Sloterdijk, la nostalgie platonicienne. Vous parlez même à un moment d'un espace sanctuarisé où on ne laisserait pas entrer les agéométroi, ceux qui ne sont pas géomètres, donc l'académie de Platon. Est-ce qu'il n'y a pas donc, d'un côté, l'impossibilité de se soustraire au monde, et de l'autre côté, la nostalgie d'un état où l'esprit serait détaché des turpitudes d'ici-bas? Alors, en tout cas, il y a une hostilité commune à la formule sartrienne de l'engagement. Et cette hostilité, elle parcourt les battements du monde. Nous essayons d'y réfléchir, et à un moment donné, d'ailleurs, j'exhume un texte admirable et totalement méconnu de Paul-Louis Landsberg, intellectuel juif converti au catholicisme, émigré d'Allemagne, et qui en 37, je crois, publie dans Esprit une théorie de l'engagement. Le mot n'avait pas cours alors, où il dit c'est une décision pour une cause imparfaite.
Hélas, cette théorie a été, si vous voulez, recouverte par la définition sartrienne de l'engagement, c'est-à-dire décision pour un homme qui ne s'est pas engagé. Oui, peut-être d'une part, mais surtout c'est la décision pour une cause doublement parfaite, puisqu'elle a pour elle à la fois la vérité et la justice, les lois de l'histoire, etc. Donc une double perfection dont on a vu les ravages. Là, je crois que, mais je ne crois pas qu'il y ait une divergence entre Peter et moi. Je crois que c'est plutôt deux manières d'être. Et j'ai été toujours fasciné personnellement par, dans la pensée de Deleuze, par sa réflexion sur l'image de la pensée. Et on trouve cette réflexion dans son livre sur Proust, dans Différences et répétitions et ailleurs. Il part d'une autre image de la pensée. Il dit, il n'y a pas de bonne volonté de penser. Il ne croit pas à la bonne volonté de penser. Il dit, tout procède d'un choc, justement. La pensée naît en nous par effraction. Au départ, il n'y a pas de philosophie. Il y a une sorte de misosophie fondamentale. On est dans la torpeur, on est dans la paresse, on ne veut pas penser. Et paf, il y a un événement qui vous y conduit. D'où cette phrase, enfin, il cite cette phrase admirable de Proust, « Les idées sont des succédanés des chagrins ». Et je sais que c'est vrai pour moi. C'est vrai pour moi. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas ces sollicitations constantes, ces indignations, ces stupeurs, je pense que je ne penserais jamais, si vous voulez. Donc, c'est comme si j'étais en proie à une sorte de bêtise intérieure, de magma intérieur, dont, d'une certaine manière, la douleur même du monde me sauvait. Et là, je crois que Sloterdijk, si j'ose dire, fonctionne, le mot n'est pas bien choisi, mais vit les choses autrement. Et c'était pour moi aussi un des intérêts de notre rencontre. Alors, je vous lis, Peter Sloterdijk, vous dites: où trouvons-nous les sources de notre idéal d'un pacifisme académique qui n'est pas le pacifisme des belles âmes, mais le pacifisme du théoricien, préférant la théorie et la compréhension à tout le reste. Sans être idéaliste, il est des situations où nous préférons la théorie à la vie. Et vous dites ensuite: je me défends tant que je peux contre l'empoisonnement par l'esprit de partialité. Mais est-ce que, ce faisant, en cherchant un monde soustrait au monde, vous ne vous exposez pas encore davantage à la partialité que vous redoutez ? Non, pas nécessairement. Je crois que la théorie est d'un très grand don que les anciens nous ont transmis, et il faut apprendre l'art de recevoir ce don. Et je crois que la vérité académique, comme la vérité religieuse, c'est une fonction de la découverte d'un endroit qu'on appelle l'asile. Il y a un asile. L'asile, c'est un espace neutre où les rencontres non hostiles peuvent se produire. Et comme l'hostilité, comme le dit très bien René Girard, est tellement profondément inscrit dans la nature humaine, il faut qu'il soit des endroits où les participants des rencontres enlèvent les chaussures et les armes. Une mosquée. Oui, une mosquée, si vous voulez. Pourquoi pas une mosquée, parce que la mosquée, parce que la mosquée, à son tour, est un endroit pour désarmer des êtres armés. Et c'est ce que j'appelle, avec un terme grec, l'asile de vérité. Et il faut toujours essayer de renouveler cette paix vigoureuse de l'asile. Et un monde où la fonction d'asile aurait été entièrement abolie, où les transactions interparanoïaques ont envahi tout le monde. Et les combattants font communément des reproches à ceux qui ne participent pas à la mêlée généralisée. C'est un monde dont il faut tout simplement immigrer. Donc, et je crois que l'attitude de la philosophie ici-bas. Ici-bas, il y a... Juste un exemple, on est ici, on enregistre cette émission et on entend les bruits de la rue. Oui, ici-bas, mais dans notre conversation, cet espace d'asile se reconstruit. Parce que le pacifisme profond de notre volonté d'argumenter reproduit cet espace, cette terre d'asile
où la liberté de l'esprit peut renaître. Donc on est libre que dans cette sorte de résurrection. C'est pour ça que j'ai formulé ce parti pris pour l'académie. C'est aussi une métaphore pour l'asile. Je me trompe peut-être, mais je sens le texte de Hamlet derrière cette réflexion sur l'asile. Non. Vous savez, le moment où le fils de Polonius vient parler au roi et se propose pour tuer Hamlet et propose de le faire dans l'église. Et alors le roi, qui lui-même est meurtrier, est terrifié à l'idée. Parce qu'il y a quand même en lui quelque chose de vieux jeu, de traditionnel, qui perpétue le droit d'asile seulement par tradition. Et il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire comme révélation de la nature du personnage, vous voyez. René Girard, est-ce que vous partagez ce sentiment d'une forme d'insularité de l'individu qui pense et comme condition de la liberté de penser? Je crois que tous les trois, nous avons eu beaucoup de chance d'avoir cet avantage de nous trouver dans des situations existentielles et professionnelles où nous avons joui de ces possibilités. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse en faire une espèce de forteresse à partir de laquelle on pourrait penser. Parce que ce droit est plus que menacé, n'est-ce pas? Et il est en train d'être détruit au fond. Et c'est cette destruction qu'il nous faut penser. Oui, c'est pour ça que notre livre s'appelle Les battements du monde. Oui, mais d'un autre côté, j'ai le sentiment qu'il y a en Sloterdijk la force, la vigueur, justement, de dessiner, en quelque sorte, cet asile. Notre livre s'appelle Les battements du monde, mais les conversations que nous avons eues ensemble, elles se sont faites dans un espace qui n'était pas celui du combat. René Girard, cette neutralité comme condition finalement d'une intelligence ou d'une compréhension du monde dans ce qu'il peut avoir de tragique, c'est-à-dire éventuellement d'irréconciliable. Est-ce que finalement elle n'est pas acquise par la position d'un penseur qui certes est en retrait dans sa position de penseur, qui donc pense, isolé en un sens, mais qui en même temps le fait au moyen de la littérature, c'est-à-dire du récit avant de le faire au moyen de l'argumentation rationnelle. Est-ce que la littérature n'est pas, à l'intérieur même du retrait du penseur, la condition de possibilité d'une ouverture accrue au monde ? Oui, mais là je répondrai, ça dépend de quelle littérature. Je pensais à celle que vous citez, c'est à vous que je pensais. Oui, donc, oui. Non, mais alors là je suis tout à fait d'accord. J'ai l'impression que... Il n'y a pas une valeur ajoutée dans la littérature. Il y a une valeur ajoutée, si vous voulez, par rapport à la valeur perdue que sont les compartiments des sciences de l'homme, n'est-ce pas? C'est pas du tout la même chose que d'écrire un livre sur Staline. Vous parlerez de son éducation, puis de ce qu'il a fait, etc. Mais si vous essayez de faire une pièce de théâtre sur Staline, ce que personne, je pense, n'a jamais essayé de faire, vous vous trouverez devant une impossibilité formidable de représenter ses rapports avec sa fille, les diverses femmes qu'il a connues, etc. Mais cet échec justement montre la puissance potentielle de la littérature. Si on arrivait à vraiment écrire une pièce valable sur Staline, on en saurait plus que tout ce que nous apportent les livres d'histoire, d'une certaine manière. C'était La Nostalgie de l'avenir, une émission proposée par Raphaël Antoven, avec René Girard, Peter Sloterdijk et Alain Finkielkraut. Merci à Judith Dastier pour la réalisation, à Arthur Gerbeau pour la prise de son et Jean-Michel Bernot pour le mixage, enfin à Anne Brissier pour la lecture des textes. Ceux d'entre vous qui le désirent peuvent réentendre cette émission sur notre site internet www.franceculture.com. Et je rappelle enfin que le dernier essai de René Girard, intitulé La voix méconnue du réel, est publié en France aux éditions Grasset en septembre 2002 et que vous trouverez chez Jean-Jacques Pauvert, un dialogue très remarquable entre Alain Finkielkraut et Peter Sloterdijk, intitulé Les battements du monde. Merci à tous.